Ce soir, dans E égale M6, découvrez des animaux aux capacités étonnantes. Comment les perroquets peuvent-ils parler? Nous avons rencontré Enzo, un gris du Gabon qui possède plus de 150 phrases à son actif. Quel est son secret? Vous ferez aussi la connaissance de Jalo, l'une des stars du film, sur la piste du marsupilami. En l'observant, nous tenterons de comprendre si ces oiseaux sont doués d'intelligence. Comment expliquer que les singes qui possèdent plus de 99% de gènes communs avec l'homme n'aient pas la parole? Réponse dans ce reportage. N'avez-vous jamais rêvé d'être invisible? On connaît tous le caméléon capable de prendre la couleur de ce qui l'entoure. Mais comment sa peau peut-elle ainsi changer à volonté? Savez-vous que certaines espèces de poulpes peuvent devenir totalement transparents et même imiter la forme des rochers? Comment font-ils? C'est ce qu'essaient de comprendre des chercheurs dans l'espoir de mettre au point des revêtements de camouflage pour les humains. Vous découvrirez aussi l'incroyable histoire du chat Mimine qui a traversé la France d'ouest en est pour retrouver ses maîtres après un déménagement. Comment a-t-elle pu retrouver leurs traces sans avoir jamais fait le parcours? Vous allez découvrir que la plupart des êtres vivants, y compris l'homme, sont dotés de GPS naturels. Encore faut-il savoir les utiliser. Comment le pigeon voyageur y parvient-il? Pourquoi les hommes ont un meilleur sens de l'orientation que les femmes? E égale M6 a mené l'enquête. Bonsoir, certains animaux ont vraiment des capacités incroyables. Les uns parviennent à reproduire le langage humain à la perfection, d'autres parcourent des centaines de kilomètres pour retrouver leur maître, d'autres encore changent de couleur à volonté. La science sait-elle expliquer ces phénomènes? Réponse ce soir avec des spécialistes. Aucun animal ne reproduit mieux le langage humain que le perroquet gris du Gabon. Comment fait-il? Bien entraîné, d'autres animaux seraient-ils susceptibles eux aussi de nous parler, comme par exemple les grands singes qui sont, vous le savez, les plus proches cousins de l'homme? Alors pourquoi eux n'ont-ils pas la parole? Est-ce une question d'intelligence ou tout simplement de corde vocale? Réponse dans ce reportage signé Michael Mézigos. Combien de fois vous êtes-vous dit en observant votre animal de compagnie, il ne lui manque que la parole? Eh bien, il y en a un qui vous a pris au mot et a su se faire entendre, c'est le perroquet. Un vrai bavard qui n'a pas la langue dans sa poche. Écoutez plutôt. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Nous disions, mon cher Enzo, que nous allions tenter de décrypter tes incroyables capacités de langage. En effet, dans ce reportage, vous allez comprendre pourquoi les perroquets peuvent parler. Est-ce une preuve d'intelligence? Et que penser du singe? Pourquoi cet animal si proche de l'homme n'a-t-il pas la parole? C'est notre enquête. Direction l'Espagne, au sud de Valence, où vivent monsieur et madame Pillette et leur perroquet Enzo. Avec plus de 150 phrases à son répertoire, ce gris du Gabon est une vraie pipelette. Et aussi un grand mélomane. Incroyable, mais quel est son secret? Nous avons posé la question à Franck Perron, éthologue, spécialiste du comportement des oiseaux. Le point commun donc, entre l'homme et le perroquet vient de la capacité à moduler les sons. Donc on retrouve chez l'humain cette capacité grâce au larynx. Les sons vont être modulés au niveau du larynx et également avec la langue. Chez le perroquet, donc on a l'équivalent, donc avec la trachée, et un organe qui permet de moduler les sons qui s'appelle la syrinx. Pour mieux comprendre, regardons comment l'homme parvient à parler. L'air expiré passe par le larynx et fait vibrer les cordes vocales. C'est de cette manière que se forment les sons de la voix. La position de la langue et des lèvres permet ensuite d'articuler des mots. Contrairement à l'homme, le perroquet n'a pas de corde vocale, mais il possède un organe supplémentaire appelé la syrinx. Situé à l'embranchement de ses bronches, cette véritable caisse de résonance permet de produire des sons au passage de l'air. Et ce n'est pas la seule explication. Le cerveau du perroquet joue un rôle essentiel dans sa capacité à reproduire le langage humain. Donc si on compare les perroquets et l'humain, donc en bleu sont représentées les structures responsables de l'écoute, que l'on voit chez les deux espèces, et en rouge et en jaune, les structures responsables de la production vocale. Donc on voit que chez les perroquets, comme chez l'homme, les animaux donc, ont des mêmes structures cérébrales qui permettent un apprentissage vocal, et donc la capacité à imiter des sons, y compris les mots humains. Mais si le cerveau du perroquet peut analyser les mots et sa syrinx les reproduire, comment fait-il pour prononcer des consonnes sans articuler?
Les perroquets n'ont pas de lèvres, ce qui pose des soucis pour la production de certains sons, notamment en fonction des langues dans lesquelles ils acquièrent des mots. Mais ils arrivent à compenser de par l'organisation et la position du bec, de par aussi la façon dont ils vont positionner la langue, donc au niveau du bec, et également donc, au niveau de la syrinx, qui est située dans cette zone. Et grâce au mouvement des membranes, donc, les oiseaux vont pouvoir arrêter certains sons, comme l'équivalent de nos consonnes chez les humains. Le perroquet est donc surtout un excellent imitateur. Mais à quoi peuvent bien lui servir ces incroyables capacités de langage? Selon les scientifiques, plus le perroquet mâle a de vocalises à son répertoire, plus il a de succès auprès des femelles. Explication. Plus ils vont partager un répertoire important, plus le lien sera fort. Et donc l'imitation des mots humains fait partie de l'imitation générale des sons de l'environnement. Ça fait partie du chant du perroquet. Si le perroquet est capable de parler, est-il pour autant plus intelligent que la plupart des animaux? Il semblerait que oui. Regardez cet extrait du film sur la piste du marsupilami. Grâce au langage, le perroquet parvient à dénoncer les mensonges de son propriétaire, interprété par Jamel Debbouze. Il existe, je l'ai vu. Oh, mytho. Pour comprendre comment cet oiseau a ainsi pu jouer la comédie, direction l'université de Nanterre où nous avons rendez-vous avec Valérie Turiet. Elle a dressé les deux perroquets haras, Diallo et Tomako, qui ont donné la réplique à Jamel. En fait, le perroquet est un peu complice avec Jamel, une petite arnaque vétérinaire, on va dire. Donc, c'est un oiseau qui fait partie de la famille, donc il boit un coup dehors. Et quand il y a un touriste qui passe, il doit vite lâcher sa canette et faire comme s'il avait un malaise. Voilà. Voilà, couche, couche, encore, couche, couche. Voilà, c'est bien, Diallo. Allez, lève. Encore, Diallo. Allez. Voilà, allez, encore, encore. Voilà, c'est très bien, ça. À chaque geste réalisé, les perroquets sont récompensés. C'est la première clé de leur apprentissage, comme nous le confirme notre éthologue. On a vu avec l'expérience que les deux perroquets ont été conditionnés à réaliser des actions précises et assez simples, en fait. Donc il y a beaucoup d'espèces qui peuvent être conditionnées, mais le perroquet permet de faire des choses plus élaborées. Car il serait bien doué d'intelligence, comme le prouve cette expérience réalisée aux États-Unis. Écoutez bien. Combien de clés? De quelle couleur est la plus grosse clé? Vert, très bien. Là, ce qui est important comme mise en avant pour la découverte en fait, scientifique, c'est que l'oiseau comprend la question, donc combien y a-t-il d'objets, et qu'en plus il sait compter. Et là encore, c'est dans le cerveau du perroquet que se trouve l'explication. À gauche, le cerveau du perroquet. À droite, celui de l'homme. Les flèches indiquent le sens des connexions neurologiques entre les zones de l'écoute, en bleu, et les zones du langage, en rouge et en jaune. L'information circule donc de la même manière chez les deux espèces. Selon les scientifiques, les capacités de langage des perroquets seraient proches de celles d'un enfant de 5 ans. Pourtant, il existe des espèces génétiquement plus proches de l'homme que l'oiseau. C'est le cas du singe qui partage 99% de notre patrimoine génétique. Direction la ménagerie de Paris où nous avons demandé à Muriel Coll, vétérinaire, pourquoi les grands singes n'avaient pas la parole. On a remarqué que le larynx du singe n'est pas fait de la même façon que celui de l'homme. L'homme, depuis qu'il marche sur deux pieds, a un larynx qui est situé beaucoup plus bas que celui du singe. Donc, en fait, le palais du singe et la langue sont très proches. Comparons l'anatomie du singe et celle de l'homme. Le larynx du singe est situé presque au même niveau que sa langue. L'homme, lui, a plus d'espace entre les deux organes. Même s'ils sont tous deux pourvus de cordes vocales, la position trop haute du larynx du singe ne lui permet pas une grande variété de sons. Ses capacités de langage sont donc comparables à celles d'un bébé de 3 mois. Il a la capacité cognitive de pouvoir parler, de communiquer spontanément, et il aurait même toutes les structures anatomiques nécessaires pour parler au niveau du larynx, juste qu'ils sont configurés d'une autre façon que chez l'homme. Le singe ne pourra donc jamais parler. Seul le perroquet en est capable. Alors, attention à ce que vous lui dites. J'aimerais pas avoir un perroquet chez moi pour lui dire le secret parce que j'ai peur qu'il les répète. Vous connaissez le caméléon, cet animal qui peut prendre les couleurs de son environnement. Mais ce n'est pas le seul. Savez-vous par exemple que certains poulpes parviennent à se rendre quasi transparents? Vous allez découvrir les incroyables mécanismes qui permettent à ces animaux de changer de couleur pour mieux se camoufler, des mécanismes que des chercheurs tentent de reproduire en laboratoire
pour faire de nous des hommes invisibles. Reportage de Mathieu Saintenac. N'avez-vous jamais rêvé de devenir invisible comme un super-héros? Maîtriser son apparence, se cacher en toutes circonstances, un vieux fantasme qui pourrait bien devenir une réalité. Pour y parvenir, les scientifiques étudient les champions en la matière, les animaux. Mais pas n'importe lesquels. Vous allez découvrir des espèces pour le moins étranges, capables de se fondre dans leur décor. Enquête sur ces maîtres du camouflage. Nous sommes au pied du Mont Saint-Michel, dans un parc rassemblant une grande diversité de reptiles. Premier rendez-vous avec un roi de la dissimulation. Regardez, il se cache dans les branches. Le voyez-vous? C'est le caméléon. Vincent François, vétérinaire, nous le présente. Là, il va essayer de rejoindre les branches, en fait, pour essayer de se fondre dans le feuillage. L'immobilité associée à ces couleurs vertes, rouges, fait que l'animal va être assez discret dans son milieu naturel, quoi. Couleur rouge imitant la terre ou les branches d'arbres, ton vert et jaune pour les feuilles. Une fois immobile, le caméléon se fond dans son milieu jusqu'à disparaître. Mais comment fait-il? Pour avoir toutes ces couleurs, le caméléon possède des cellules sous la peau qui s'appellent des chromatophores, qui sont remplies de pigments. Sous chaque écaille, le caméléon possède des milliers de chromatophores. Ce sont des cellules possédant chacune plusieurs couleurs en étage. Du jaune, du rouge, du brun. Le brun est d'ailleurs issu de la même molécule que celle de la peau humaine, la fameuse mélanine, dont la concentration définit notre couleur. Les chromatophores ont la possibilité de se contracter pour concentrer ou expanser leur couleur. Voilà le secret du caméléon. En contractant plus ou moins ses chromatophores, il passe d'une teinte à une autre en jouant sur le niveau de mélanine. Mais chose étrange, sa peau ne contient pas de pigment vert. Pourtant, le vert est bien là. Comment l'explique-t-on? Ce sont des petits cristaux contenus dans les chromatophores qui vont réfléchir la lumière. Mais comment la lumière peut-elle créer des couleurs? Direction l'Institut supérieur d'optique de Paris, où Johan Meurice, professeur d'optique, nous en dit plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière blanche, la lumière naturelle, elle est composée de toutes les couleurs qu'on retrouve quand on observe un arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il y a 7 couleurs principales qui vont du violet et du bleu jusqu'au rouge. On peut le mettre en évidence par différents systèmes, notamment un système comme le prisme. Un prisme, c'est un bloc de verre, et la lumière, quand elle va traverser ce bloc de verre, va être déviée. En passant dans un volume transparent, comme un triangle de verre ou même une goutte d'eau, la lumière se disperse. On découvre alors que la lumière blanche est une addition de plusieurs couleurs. Pour le vérifier, observons un téléviseur cathodique. Si on regarde de près l'écran d'un téléviseur, on remarquera qu'il est composé de 3 couleurs principales, le bleu, le rouge et le vert, et qu'avec ce bleu, ce rouge et ce vert, on arrive à reconstituer du blanc et toutes les couleurs dont on a besoin pour notre écran couleur. Regardez, la couleur blanche est présente à l'écran. Pourtant, en nous approchant grâce à cette lentille grossissante, on constate que des milliers de petites lumières rouges, vertes et bleues sont diffusées. Mais aucune lumière blanche. C'est bien le mélange des 3 couleurs qui nous donne le blanc. C'est exactement ce que fait notre caméléon lorsque sa peau se teinte de vert. Il utilise en fait les couleurs du prisme. La lumière du jour passe par une cellule cristalline, elle se fragmente en couleurs, puis frappe un pigment jaune présent sous la peau du caméléon. Et vous voyez, la couleur qui était bleue sur ma feuille blanche, maintenant apparaît verte, parce qu'elle a été absorbée et renvoyée en partie par cette feuille jaune. Les rayons à dominante bleue rebondissent sur le jaune. Bleu plus jaune égale vert, et le tour est joué. C'est à partir de cette leçon de nature que les scientifiques anglais ont mis au point une fibre élastique qui change de couleur quand elle s'allonge. Ils espèrent ainsi pouvoir créer des vêtements intelligents qui changeraient de couleur en fonction du mouvement. Pour cela, ils étudient les pouvoirs d'un autre animal vivant sous l'eau. Direction l'aquarium océanographique de Brest où Florian Bartz, biologiste marin, tente de déloger du fond de son bassin un drôle de mollusque qui ne se laisse pas faire, le poulpe. L'animal à 8 bras préfère vivre caché. Mais quelles sont ses techniques pour rester discret? Observons-le. Alors, le poulpe, c'est un mollusque, un cousin des moules, des huîtres. Étant donné leur corps très mou, ce sont des proies appréciées des prédateurs, d'accord? Ils sont très vulnérables et du coup, leur camouflage, finalement, c'est leur seul moyen de défense, plus ou moins. En fait, ces animaux ont évolué de telle sorte à pouvoir prendre l'apparence de leur milieu, aussi bien au niveau de la couleur que de la texture.
Allez, on va essayer de le mettre. Allez, viens, Pépère. Hop. Donc là, voilà, je décolle ces ventouses. Pour le voir à l'œuvre, plaçons-le dans un petit aquarium. Encore faut-il réussir à l'y plonger. Sur la défensive, notre poulpe crache un jet d'encre pour assombrir l'eau. Son but premier pour l'instant, c'est d'échapper à notre regard. Donc c'est pour ça qu'il se met derrière la pierre déjà. Regardez, lorsque le poulpe est sur le fond de l'aquarium, il prend la couleur marron clair du sable et des coquillages. Mais incroyable, en allant se cacher près du rocher, sa couleur vire au marron foncé en quelques secondes. Le camouflage est parfait. Pour leur permettre d'avoir vraiment un mimétisme parfait, sur la peau des poulpes, au-dessus des chromatophores, on a des papilles. Ces papilles, c'est comme des petites pastilles qui vont gonfler ou se dégonfler. Maintenant, regardez bien. Sa peau se contracte pour imiter la rugosité de la roche. Mais comment fait-il pour prendre la forme de son environnement? Donc non seulement il va imiter cette forme, mais aussi les différentes couleurs, parce qu'il y a des ombres, des lumières, donc différentes couleurs qui vont ressortir. Une espèce rare de poulpe parvient même à imiter la forme d'autres animaux. C'est le cas du Mimicus tomoctopus. En changeant de couleur et de forme, il peut prendre l'apparence d'une raie ou même d'un crabe. Encore plus fort, voici le Japatella. Cette espèce récemment découverte dans le golfe de Californie est quasi transparente, mais elle a le pouvoir de se rendre opaque. Tous ces animaux inspirent l'homme, mais il n'est pas encore parvenu à imiter leur pouvoir. Seuls des Japonais se sont amusés à projeter une image filmée en direct sur un vêtement, créant ainsi l'illusion de la transparence. Mais on est bien loin de l'homme invisible. Pour l'instant, en matière de camouflage, le règne animal reste donc inégalable. E = M6, d'autres étonnantes capacités des animaux dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Vous découvrirez aussi l'incroyable histoire du chat Mimine qui a traversé la France d'ouest en est pour retrouver ses maîtres après un déménagement. Comment a-t-elle pu retrouver leurs traces sans avoir jamais fait le parcours? Vous allez découvrir que la plupart des êtres vivants, y compris l'homme, sont dotés de GPS naturels. Encore faut-il savoir les utiliser. Comment le pigeon voyageur y parvient-il? Pourquoi les hommes ont un meilleur sens de l'orientation que les femmes? Réponse dans la suite de E = M6. E = M6, les incroyables capacités des animaux, deuxième part. Un chat perdu lors d'un déménagement qui parcourt 800 km à la recherche de ses maîtres. L'histoire paraît incroyable et pourtant elle est sûrement vraie. Les animaux ont-ils un sixième sens? Comment par exemple les pigeons voyageurs peuvent-ils voler des milliers de kilomètres pour retrouver leur élevage? La science a-t-elle des explications à fournir? Et nous, les humains, avons-nous encore cette boussole naturelle que semblent posséder la plupart des êtres vivants? Reportage de Julie Domé. Nous sommes à Douadik, au centre de la France. Dans cette maison vit la famille Supervielle, propriétaire d'un chat à l'histoire extraordinaire. En 2006, la famille déménage de Bordeaux pour s'installer à plus de 800 km de là. Mimine, leur chatte, confiée à une amie le temps du déménagement, s'enfuit de la maison. 13 mois plus tard, elle réapparaît dans la Meuse et retrouve ses propriétaires alors qu'elle n'y est jamais allée. Comment est-ce possible? E = M6 a mené l'enquête. Elle a fait de Bordeaux à Bar-le-Duc, elle a traversé la France, donc du sud-ouest au nord-est, pour venir nous rejoindre, voilà, en plus d'1 an. Au début, la famille n'arrive pas à croire qu'il s'agit de Mimine, disparue 1 an plus tôt. Et pourtant... Je suis sorti, et au bout de 30 secondes, j'ai commencé à l'appeler par son nom, j'ai dit Mimine, et elle est venue, elle a commencé à me tourner autour, à miauler, avec son miaulement si particulier. Un miaulement reconnaissable entre tous. Ça ne peut pas être une coïncidence. Autre signe distinctif, ces coussinets abîmés, qui selon le vétérinaire de la famille constituent bien une preuve de la traversée de la France par Mimine. Pas de doute, c'est bien leur chat. On l'a entendu miauler, puis quand on a vu comment elle se comportait, on a dit « Ah mais oui, que c'est elle ». On l'a reconnue tout de suite. Oui, j'étais contente de la retrouver. Un chat qui traverse la France d'ouest en est pendant 13 mois pour retrouver ses maîtres sans jamais avoir fait le chemin auparavant, comment est-ce possible? Nous avons posé la question à Marc Giraud, naturaliste spécialisé en comportement animalier.
Les animaux et les humains, ils ont des dons différents. Il y en a qui sont plus malins que d'autres, il y en a qui ont le sens de l'orientation plus que d'autres. Il y a des chats et des chiens qui se perdent même à 300 mètres de chez eux, j'exagère presque. Et il y en a d'autres qui retrouvent leur maison à 500 km. Mimi n'a-t-elle retrouvé ses maîtres par hasard ou par un autre moyen? Cette question n'a pas de réponse scientifique. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que les animaux ont des capacités d'orientation étonnantes. On a fait des expériences avec des chiens, on les a lâchés, ils sont toujours revenus à leur endroit parce qu'ils ont un talent particulier. Donc c'est vraiment une histoire de dons personnels qu'on n'explique pas. On n'a pas tout, puisqu'ils ne se repèrent pas à l'odeur, ils ne se repèrent pas visuellement, puisque c'est des animaux qu'on transportait par voiture. On ne peut pas dire autre chose, c'est un GPS biologique. Ces GPS biologiques, beaucoup d'êtres vivants dont l'homme en serait doté, sans que l'on sache toujours comment ils fonctionnent, sauf dans le cas d'un animal très étudié, le pigeon. Rendez-vous chez Jacques Romuald, colombophile. Il élève des pigeons depuis plus de 15 ans. Le sixième sens chez le pigeon, je dirais, c'est le sens de l'orientation. Je les élève, je les soigne, mais à ce jour, je ne sais pas exactement comment ils font pour rentrer. Une seule chose dont on est sûr, c'est que le pigeon revient sur les lieux d'où il a grandi. Toujours. Le pigeon voyageur a un excellent sens de l'orientation, mais il n'est capable que d'une seule chose, revenir vers son pigeonnier. Comment fait-il? On pense que le pigeon s'oriente déjà avec le soleil. S'il ne fait pas beau, il ne veut pas voler. La preuve, des études scientifiques ont établi que des pigeons élevés dans une pièce sans fenêtre ou sous une bâche n'acquièrent jamais ce sens de l'orientation. Ce serait donc grâce à l'observation de la position du soleil et des étoiles que le pigeon se repérerait. Et il existe une autre piste qui serait directement liée à une molécule présente dans l'organisme du pigeon, la magnétite. Grâce à elle, l'animal serait sensible aux champs magnétiques terrestres. Direction Strasbourg, où nous avons rendez-vous avec le professeur Hervé Cadiou, chercheur au CNRS. Le pigeon serait capable de fabriquer des petits aimants qui seraient présents dans des cellules spécialisées. Et ces cellules spécialisées détecteraient donc les variations de champs magnétiques terrestres. Le champ magnétique terrestre est engendré par le noyau métallique du centre de la Terre. C'est grâce à lui que le pigeon peut se repérer, un peu comme une boussole. Il sait où se trouve le nord, le sud, l'est et l'ouest, et il perçoit même des informations magnétiques encore plus précises. Grand avantage de ce champ magnétique, il forme un repère permanent, contrairement au soleil qui peut être caché par les nuages, ou même aux odeurs qui peuvent être diluées ou emportées par le vent. Imaginez par exemple qu'il y ait une certaine valeur d'intensité de champ magnétique près du pigeonnier. Il va essayer de trouver cette valeur d'intensité pour trouver son pigeonnier. Mais qu'en est-il de l'homme? Sommes-nous aussi équipés d'une sorte de GPS biologique? Pourrions-nous nous repérer sans l'aide de la technologie moderne? Réponse avec Marc Giraud. Ce sont des sens que l'homme a et qu'on a beaucoup perdu parce que dans notre civilisation, on a des outils pour obséder. Notre éducation fait qu'on oublie ces choses-là. Pas facile de faire travailler notre GPS biologique dans notre société moderne où tous nos déplacements sont facilités et indiqués. En revanche, des populations qui vivent dans des endroits plus sauvages ont encore cette capacité. Par exemple, les gens qui vivent dans le désert, Théodore Monod a été très surpris un jour de voir une femme avec son enfant à des kilomètres de toute trace humaine de son village, et elle était parfaitement à l'aise, sans aucun repère visible pour nous, mais elle savait où elle était. Les navigateurs polynésiens, pareil, ils savaient toujours où était leur île. Tous les hommes ne sont donc pas égaux devant l'orientation, et il existe même une grosse différence entre l'homme et la femme. Mais pourquoi les hommes s'orientent-ils plus facilement que les femmes? Nous avons posé la question au professeur Catherine Bradmer. Les hommes ont un hémisphère droit qui est plus développé que celui de la femme. On sait qu'il y a plus de relations interhémisphériques chez les femmes que chez les hommes. En clair, l'homme utiliserait plus son hémisphère droit qui correspond à la zone de la perception de l'espace. La femme, elle, utiliserait les deux hémisphères, le droit et le gauche, qui gèrent la parole et la mémoire des objets. Influencée par des détails, elle serait moins douée pour s'orienter. Mais je te dis que c'est à gauche. Oh, quand on droite, j'ai jamais vu ça. Je te dis que c'est à droite. Mais il faut aller à gauche, Kevin. En plus, c'est un sens interdit, n'importe quoi. Pour le vérifier, nous avons réalisé une petite expérience. Voici Kevin et Isabelle, à qui nous avons lancé un défi. Nous leur avons demandé de garer leur voiture dans un quartier qu'ils ne connaissent pas. Nous leur avons enlevé tous les moyens modernes de se repérer, le GPS et la carte. Après les avoir fait tourner à pied dans le quartier pour les éloigner de leur point de départ, ils vont devoir retrouver la voiture le plus vite possible. Isabelle est un peu perdue. Elle cherche,
Observe, Kevin semble déjà plus sûr de lui. Résultat, en 2 minutes 30, Kevin a retrouvé la voiture, 30 secondes avant Isabelle. L'homme aurait donc un meilleur sens de l'orientation que la femme. Mais pas la peine non plus de rouler des mécaniques, messieurs. Vous êtes encore loin d'égaler le moins vif des pigeons voyageurs. Eugène M6, c'est terminé. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez une très bonne soirée sur M6, bien sûr. Au revoir.